Entre le début et la fin de cette phrase, 56 kilos de déchets auront été produits sur l'ensemble de la métropole. Un habitant produit 500 kilos de déchets par an, c'est encore 2 fois plus élevé qu'il y a 40 ans. Pourquoi il faut agir? Comment la métropole s'y prend pour changer les comportements? C'est ce mois-ci dans Métropole Magazine. Dire ce qu'il faut faire, c'est bien. Faire ce que l'on dit, c'est quand même mieux. Fini les paroles. La métropole veut des actions, des réactions concrètes avec de la méthode et une obligation de résultat. Et l'homme qui veille, c'est ce monsieur Georges Oudjaoudi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la métropole chargé des déchets, donc de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets. Nous sommes ici sur la future déchetterie du futur. Oui, avec un plan qui va amener à ce qu'il y ait 8 déchetteries nouvelles comme cela, paisibilité pour les usagers et plus d'efficacité pour les matières à récolter. Bon, on fera un tour tout à l'heure, vous allez tout nous expliquer. Il faut bien comprendre, agir sur les déchets, ce n'est pas des mots, ce n'est pas une obligation parce que c'est tendance, c'est une véritable urgence car c'est un fléau environnemental. Ça coûte cher, ça pollue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette urgence ? Et urgence parce que des déchets, on voit que si on ne les maîtrise pas la volume, eh bien, ils augmentent sans arrêt. Les coûts aussi augmentent même plus que les volumes de déchets. Donc il y a urgence pour que tous on s'y mette pour les réduire. Et alors depuis votre prise de fonction, vous avez fait le bilan. Pour vous, il est comment ce bilan ? Alors le bilan est nuancé parce qu'il y a une bonne efficacité dans la collecte, mais le tri qui est fait par les usagers est mauvais. On le rattrape un peu par des moyens techniques, mais pas suffisamment, et donc il faut aujourd'hui tout changer pour arriver à ce que nous ayons une meilleure valorisation de nos matières. Alors comment devenir de bons élèves? On va vous montrer la marche à suivre dans cette émission. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des décideurs, vous êtes de bons élèves. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la secrétaire d'État Brune Poirson. Elle est secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Elle nous a rendu visite le mois dernier, on l'écoute. Il reste beaucoup de choses à faire, mais d'abord je veux surtout saluer tout ce que les élus ont fait, tout ce que les citoyens aussi grenoblois et les entreprises ici font, parce que je crois que Grenoble est vraiment en avance. En tout cas, la municipalité, la métropole a vraiment pris les choses en main et on le voit ici avec un des plus gros incinérateurs de France et les déchets sont transformés en chaleur et donc ça c'est tout à fait remarquable. Après bien sûr on peut toujours aller plus loin et je sais que déjà ici beaucoup de responsables politiques ont commencé à s'attaquer à la question. On peut aller plus loin en facilitant par exemple le geste du tri. Ça passe par exemple par l'harmonisation de la couleur des poubelles. Ça passe aussi par plus de pédagogie sur le tri. Ça passe aussi par une collecte des déchets qui soit plus ciblée. Et je sais ici par exemple que sont mises à disposition de certains foyers des poubelles spécifiques pour les déchets alimentaires qui, je le rappelle, représentent presque un tiers de la poubelle des ménages. Et donc on le voit, toute une série d'initiatives qui peuvent nous aider à passer à l'échelle supérieure. Et il ne faut pas oublier qu'en plus, toutes ces initiatives-là, cette économie circulaire, eh bien, elle est source d'emplois. C'est un potentiel de 300 000 emplois en France. Et on le voit ici, beaucoup travaillent et il y a encore beaucoup à faire partout. On comprend ici qu'on fait ce qu'il faut, mais les citoyens doivent suivre. Oui, sans leur concours, je pense qu'on aurait beau mettre des moyens immenses, on n'aurait que des résultats médiocres. Donc il faut à tout prix convaincre le citoyen que sa participation est essentielle dans le processus de réduction des déchets et de valorisation des matières. Voilà. La déchetterie d'ailleurs, la future déchetterie sur laquelle on est, va probablement y aider. Alors comme on dit chez nous, c'est pas tout y dire, faut encore y faire. Vous avez sorti donc un plan d'action qui s'intitule « Là, on s'y met tous ». Alors on comprend avec cette phrase que vous ne laissez pas le choix. Vous avez donc des objectifs chiffrés, c'est une obligation de résultat.
Oui, nous avons comme objectif de réduire les ordures résiduelles de moitié, divisé par 2, et puis d'accroître de manière importante la partie recyclable, la partie que l'on va valoriser effectivement en l'amenant aux 2/3 des matières que l'on récolte. On veut être en capacité de les traduire en valorisation. Donc divisé par 2, ça veut dire revenir au poids des déchets il y a 40 ans. Oui, au moins, voilà, au moins, voire même avant. Voilà. Eh oui. Donc c'est une méthode à laquelle chacun doit prendre part. Les citoyens sont tout de même les premiers à devoir réagir, donc à donner de l'élan. C'est là-dessus que vous comptez ? Oui, on compte sur eux dans leur implication parce qu'on va leur demander des gestes nouveaux, mais d'un autre côté, on met des moyens nouveaux qui vont faciliter les choses. Alors c'est quoi ? Expliquez-nous ces moyens. Quels sont vos outils pour agir ? Alors dans les outils, il va y avoir la collecte des déchets alimentaires, les outils compostage, il va y avoir les aspects d'implication sur les tournées et l'efficacité des tournées. Il va y avoir des collectes supplémentaires pour les restaurateurs, pour les cartons des commerçants, etc. Toute une série comme ça de petits dispositifs, sur les encombrants aussi dans nos milieux urbains. Tous ces petits dispositifs, quand on les ajoute, vont faire que déjà on va dire exfiltrer un certain nombre de déchets de nos poubelles habituelles en accompagnant des petits gestes simples des habitants. Voilà. Et puis après il reste ceux qui nous amènent eux-mêmes, où là on va faire un effort, et c'est le cas de cette déchetterie, un gros effort pour qu'ils puissent avoir un accès plus facile, réaliser leur dépôt dans une atmosphère beaucoup plus paisible et beaucoup plus efficace, puisqu'on mettra beaucoup plus de bacs qu'autrefois, donc on va pouvoir mieux sélectionner les matières et pour nous trouver les circuits de recyclage plus efficaces. Alors, ça, ce sont donc les outils. On va peut-être aussi parler de ce qui fâche parfois, ce qu'on appelle aussi le nerf de la guerre. Certains pays ont une culture aussi de frapper au portefeuille pour obtenir des réactions. Vous avez mis en place une tarification incitative. Voilà, elle va se déployer dès lors qu'on aura mis tout ce que j'indiquais comme dispositif, c'est-à-dire qu'on aura bien facilité le geste de l'usager, etc. On mettra une tarification incitative dont l'objet est justement de donner un bonus à ceux qui amènent moins de déchets et mieux trier, et puis effectivement avoir quelque chose d'un peu plus cher pour les gens qui vont amener plus de déchets et moins triés. Voilà. C'est-à-dire une taxe sur les ordures ménagères qui serait plus ou moins élevée selon le poids des poubelles ? Selon le poids de ce que l'on va amener et le type de poubelle que l'on va déverser. Voilà. D'accord. Alors, Brune Poisson, il faut aussi donner des repères plus simples. Il faut que le citoyen s'y retrouve. Ça passe aussi par la gestion publique des bacs de recueil des déchets. Regardez ce reportage de Lina Badreddine. Des poubelles, des poubelles, des poubelles et encore des poubelles. Nous sommes ici au magasin central des bacs à Échirolles. Ces derniers appartiennent à la métropole. Et qui dit bac public dit bac gratuit pour les usagers. C'est le cas désormais aussi du matériel de compostage. Si la métropole grenobloise se tourne vers une gestion publique des bacs, c'est pour faciliter l'accès au tri, mais pas seulement. Maintenant, on va pouvoir les identifier, donc les attribuer à chacune des adresses physiques. Donc ça va permettre à la fois de gérer tout ce qui est incitatif, c'est-à-dire la facturation entre guillemets à la proportion de ce que les gens vont déposer. Et puis ça va aussi permettre d'éviter tous les errements de containers que nous avons dans nos centres urbains, où on sait que des fois on a des containers, on ne sait pas qui ils sont et d'où ils sortent. En plus de permettre de gérer la facturation, c'est aussi un moyen d'adapter la taille des conteneurs à l'usage, mais aussi d'éviter les accidents de travail des agents en contrôlant la bonne conformité des bacs. On avait des bacs avec des barres de préhension ventrale, donc des barres sur le ventre en ferraille qui, au fur et à mesure du temps, avec l'usure, pouvaient se décrocher et donc accrocher l'agent. On avait aussi des problèmes d'usure de collerette qui, lors de l'accroche du bac, faisaient chuter le bac et pouvaient avoir des risques sur les chutes, faire chuter sur les agents. Enfin voilà, plein de petites choses de cet ordre-là. Des bacs avec des roues cassées, qui nécessitaient aussi des manipulations plus fortes, donc du coup qui pouvaient générer des déchirures. Enfin, voilà. Mieux pour les agents, mais aussi mieux pour l'environnement, car avec des poubelles gratuites, plus d'excuses pour ne pas faire les bons gestes de tri.
L'harmonisation des bacs. Quelle couleur pour quelle poubelle alors? Alors on gardera la poubelle verte pour tous les objets à trier, la collecte sélective, la poubelle grise qui servira pour les résiduels, ceux qu'on ne sait mettre nulle part, et on aura une poubelle dite marron qui va recueillir les déchets alimentaires. Oui, quant à savoir si toutes les règles seront les mêmes dans toute la France, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, je pense que c'est un souci, je crois, pour le ministère, et j'espère que bientôt ils prendront une disposition pour uniformiser les couleurs. Alors on rappelle, on est ici dans une déchetterie. Trier, pourquoi trier? C'est économiser? Trier, c'est économiser sur à la fois les coûts de collecte, justement, de sélection, et puis évidemment avoir une meilleure valorisation. C'est-à-dire on a un retour monétaire qui est plus important lorsque les éléments sont triés par flux. Oui, ça c'est un cycle. Est-ce que les citoyens savent trier dans notre métropole? Ils ne savent pas bien le faire. Nous avons l'essentiel le font, mais ils le font encore pas très bien. Voilà. Alors qu'on a simplifié le geste de tri maintenant de façon énorme, et il y a encore des hésitations. L'aspect aussi de intercollectivité va permettre d'avancer aussi sur le sujet, puisque tous nos voisins on va se mettre avec les mêmes consignes de tri, donc on n'aura plus la problématique de quand je vais chez la grand-tante, chez la mamie, c'est pas les mêmes consignes. Voilà, donc on va sur l'ensemble du territoire avoir les mêmes façons de séparer les déchets. Et donc avec des outils à leur disposition comme cette future déchetterie. Alors expliquez-nous, on est ici à Saint-Martin-d'Air, rue Barnave pour être précis. En quoi est-ce qu'elle va changer la vie des citoyens trieurs, cette déchetterie? Alors les citoyens qui viennent, il faut se le rappeler, c'est eux qui viennent à la déchetterie, on va mieux les accueillir, elle sera plus paisible à utiliser. Ils auront beaucoup plus de bacs pour faire la sélection justement des matières, et donc on va aboutir à plus de sérénité pour le geste et plus d'efficacité pour ce qui concerne la métropole pour la valorisation des déchets. Alors vous vous êtes donné les moyens d'ailleurs d'obtenir ce type d'équipement. Alors vous, Christophe Even, vous êtes le responsable du chantier. En fait, en gros, en quoi est-ce que c'est vraiment un chantier d'envergure qui attend ces citoyens? Alors c'est un chantier d'envergure pour une déchetterie. C'est vrai que les habitants de l'agglomération ont plutôt l'habitude des espaces assez étriqués et inconfortables. Là, on devine et vous voyez des dimensions importantes. Une plateforme au-dessus qui permettra un grand stockage de véhicules. Et puis, ils ne se croiseront pas alors, c'est ça? Oui, ceux qui ne se croiseront pas, c'est les flux, et ça pourra assurer la sécurité des utilisateurs, c'est-à-dire nous aurons sur cette partie basse la circulation des professionnels avec des poids lourds, et sur la partie haute qui sera réservée pour les utilisateurs et les usagers. Avec des bacs très particuliers, là tout ce qui est ici derrière nous, ce sont des bacs? Ce sont les emplacements où seront disposés les bacs. Les usagers seront sur la partie haute et pourront vider leurs matériaux dans ces différents bacs. Ces différents bacs, ils accueillent différents types de matériaux, plutôt des matériaux inertes, puisque vous voyez, ils ne sont pas couverts, alors que sur la plateforme, on retrouvera dans des espaces abrités les matériaux dits spéciaux et qui contiennent également les matériaux dangereux. Et ça sera très bien indiqué, donc chacun normalement devrait pouvoir s'y retrouver. Là, il n'y a plus d'hésitation. Bien sûr, il y aura une signalétique pour informer les usagers, plus les gardiens qui apportent leur aide et leur information auprès des usagers. Il sera livré quand ce chantier ? Alors ce chantier doit être livré et on est engagé sur le début septembre 2018. Je vous remercie Christophe Even pour ces précisions. Alors pour ceux qui ne savent pas encore où mettre quoi, vous envoyez des messagers du tri en plein cœur de Grenoble avec des montagnes tout autour, mais des montagnes de bouteilles de plastique. C'est un message fort qui doit passer? Alors c'est un message fort pour que les gens se rendent compte à la fois de la volumétrie et puis les messagers par leurs explications, etc. Aident à mobiliser les citoyens, et on en a eu d'ailleurs sur les quelques jours que nous avons fait en centre-ville de Grenoble, plus de 200 habitants qui se sont engagés à devenir eux aussi des relais
pour développer le tri auprès de leur environnement immédiat. Bon, c'est que ça commence à marcher, quitte aussi à théâtraliser d'ailleurs la consigne, à la rendre même ludique. Regardez. Si vous mettez dans la bonne poubelle, la poubelle verte, c'est 2 points. Vous avez compris, ce monsieur va vous faire une démonstration. C'est 7 kg par seconde qui est jeté sur la métropole. Voilà. Donc il y a des améliorations à faire voilà, pour aller plus loin, quoi. Le bon geste du tri, c'est en gros à partir du moment où c'est un emballage, que ce soit du plastique, du papier ou du carton ou du métal, ça va dans la poubelle verte. Voilà. Et ainsi que tous les papiers et cartons vont dans la poubelle verte. Tout ce qui est emballage plastique maintenant, les films, les sacs, les barquettes vont dans la poubelle verte. Et va dans la poubelle grise, tout ce qui n'est plus un emballage, c'est-à-dire qu'on va retrouver essentiellement les couches, les poubelles de salle de bain avec les cotons-tiges, les cotons, etc. Mais voilà. Le tri, cela passe par l'éducation, pourvu bien sûr que les équipements suivent. Ici, nous sommes devant l'usine de compostage de Murianette. Donc c'est ici que nos déchets se transforment en engrais ? Exact, ils sont valorisés à partir de la partie la plus difficile dans les déchets, qui est la partie fermentescible. Alors c'est toute l'idée de la valorisation des déchets. S'ils sont produits, les déchets, il faut donc éviter de polluer et en faire quelque chose. C'est ça en fait l'idée de la valorisation ? L'idée, c'est d'inviter les habitants à produire moins de déchets, mais pour la partie qu'ils doivent produire, de tout faire pour qu'elle entre dans une économie circulaire, c'est-à-dire que ce que vous écartez, nous allons le réutiliser. Et c'est aussi le principe de ce que vous faites à l'usine Athanor avec la production de chaleur à partir des déchets. Voilà, qui permet de produire le nécessaire chaleur pour l'équivalent de 90 000 logements. C'est le 2e réseau de France, et pour sa qualité, sa régularité, et qui est alimenté par nos déchets. Voilà. Vous pouvez nous rappeler comment ça fonctionne ? Donc à Athanor, nous recevons pratiquement 100 000 tonnes de déchets pour le territoire de la métropole. Et ces déchets passent dans une chaîne et elles alimentent doucement un four, 2 fours, puis un 3e même, donc, qui sont utilisés soit en permanence, soit alternativement, et qui arrivent à produire 270 gigawattheures dans l'année, c'est-à-dire une puissance de chaleur qui est colossale et qui permet d'avoir toute l'année à disposition de la chaleur pour alimenter l'équivalent de 90 000 logements. On dit équivalent parce qu'il y a l'hôpital, enfin il y a beaucoup de grands services aussi qui sont servis par cette chaleur. Et vous innovez beaucoup en matière de valorisation des déchets ? Alors on innove parce qu'on a fait en sorte d'adjoindre des gisements particuliers comme par exemple les plastiques, comme les aluminiums de récupération, comme bientôt la laine de verre, etc. C'est-à-dire que sans cesse on essaye de trouver les bonnes façons d'extraire de nos déchets des matériaux particuliers qui vont bénéficier d'un recyclage total. Alors c'est exactement ce que vous faites ici sur cette usine de compostage de Murianette. On peut rappeler ce que c'est que le compost ? Alors le compost, c'est 2 choses. C'est donc un produit qui retourne à la terre et qui apporte à la fois ce que l'on appelle de l'engrais, c'est-à-dire des nutriments, mais il apporte aussi de la texture à la terre, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un engrais chimique. Et il booste les plantations que l'on place en terre, mais aussi il vient renforcer la texture même du sol. Voilà, donc en général, quand on pratique la pose de compost, on se retrouve avec un sol qui est enrichi de 2 façons, par sa constitution et puis par les apports nutritifs. C'est exactement l'idée du cycle, donc on rend à la nature ce qu'elle nous a donné. Oui, on rend à la nature ce qu'elle nous a donné en essayant de l'amplifier pour ceux qui pourront en bénéficier. Voilà. D'où la nécessité de tout faire pour que tout ce que l'on produit puisse se traduire comme une richesse supplémentaire. Très bien. Vous nous montrez comment ça fonctionne ? Allez, on y va.
Alors on est ici dans le ventre de cette usine qui a 24 ans, hein, c'est ça? Voilà, et qu'on doit refaire complètement d'ici 2 années. Alors il faut savoir que le compost, on peut le faire chez soi tout simplement en posant ses pelures de pommes de terre par exemple dans son petit bac. C'est également possible en habitat collectif, c'est d'ailleurs très facile de se procurer des bacs collectifs. Alors ici, qu'est-ce qui s'y passe? C'est vous qui allez nous expliquer. Laurent Virando, vous êtes donc le responsable d'exploitation de ce site. Qu'est-ce qu'il se passe à l'usine de compostage de Muriennette? Nous récupérons tous les déchets fermentescibles qui sont collectés par la collecte, qui sont vidés au centre de tri à Tanor. Au centre de tri à Tanor, ils sont pré-triés et ils nous emmènent que la matière fermentescible de 0,60 mm. Nous, on prend cette matière, après on la laisse à peu près fermenter, maturer pendant des périodes de 15 jours. Et au fil de ces périodes-là, on va trier la matière pour retirer tous les intrus qu'il y a à l'intérieur, les fumes plastiques et autres, pour en faire du compost. Nous obtenons un compost après 30 à 35 jours de présence du produit sur notre site. Alors à supposer, je n'ai pas de jardin, donc le compost, pas beaucoup de plantes non plus, ça ne m'intéresse pas, mais je veux le faire quand même. Une fois que je l'ai fait avec mon bac à la maison, qu'est-ce que j'en fais? Vous pouvez le mettre dans vos bacs à fleurs par exemple. Vous pouvez le donner à vos amis si eux ont des potagers et autres. Vous pouvez tout simplement, rempoter vos fleurs avec. Alors ici, qu'est-ce que ça représente, ces tas qui ont été déposés par votre camion tout à l'heure? Alors ici devant nous, c'est le tas de déchets alimentaires fermentescibles qui est issu d'Atanor. À notre gauche, c'est le tas de déchets fermentescibles des particuliers, la future collecte. Et au fond, dans l'angle du mur, c'est les déchets fermentescibles, les biodéchets des professionnels. Alors tout ça, ça provient donc d'Atanor, ça c'est le contenu des poubelles grises. Ça c'est le contenu des poubelles grises pré-triées sur le site d'Atanor. Et là on n'a qu'une matière fermentescible avec une maille de 0,60 mm carré. Ça veut dire que les trieuses de la machine d'Atanor sont capables de reconnaître ce qui va pouvoir constituer du compost. Oui, c'est un crible mécanique, on crible avec des cribles mécaniques de 0,60 mm. La matière qui arrive, elle fait 0,60 mm et c'est là où il y a le plus de produits fermentescibles. D'accord, parce que pas seulement, hein. Là je vois certains papiers, des couvercles des petits pots de yaourt ou autres, des déchets, donc des mouchoirs. Nous avons pas mal d'indésirables à l'intérieur, c'est pour ça que derrière nous retrions cette matière pour en faire du compost. C'est pour ça qu'on fait fermenter ce produit. Une fois qu'il a bien fermenté, c'est plus facile de le trier et à séparer justement les petits morceaux de plastique et autres qui sont à l'intérieur. Et là, alors, ce tas ici, ce sont des citoyens plutôt disciplinés alors qui l'ont produit. Voilà, ça c'est la nouvelle collecte, c'est la collecte des biodéchets, c'est la collecte avec la poubelle marron que dans le futur nous aurons tous à la maison. On voit bien que dans ce tas-là, il n'y a que des déchets fermentescibles, il y a très peu, voire pas du tout d'indésirables. Et pour nous, donc, cette matière, elle est beaucoup plus facile à trier, on fait beaucoup plus facilement du compost avec cette matière-là. C'est donc tout le principe de la valorisation des déchets, vous l'avez compris. Il y a aussi une autre méthode de valorisation des déchets, c'est à partir du produit de vos déchets, vous pouvez produire du biogaz. On vous en a parlé il y a déjà quelques temps à l'usine de traitement des eaux usées à Aquapol. Désormais, c'est également possible grâce à des petites centrales qui s'appellent les Wagabox. Regardez ce reportage de Laurie Baillet. Paris réussi pour Waga Énergie. La start-up grenobloise rayonne au niveau mondial avec sa Wagabox. Cette technologie permet de transformer le biogaz, le gaz impur produit par les déchets, en biométhane, en énergie 100% naturelle, pilier de la transition énergétique. Alors aujourd'hui, nos déchets sont collectés, puis sont stockés dans des installations de stockage de déchets. La matière organique que ces déchets contiennent se dégrade et produit du biogaz. Ce biogaz est capté, on aspire ce gaz, on le passe dans la machine qui est derrière vous, qui va être capable d'extraire le méthane, de le rendre suffisamment pur pour ensuite l'injecter directement dans le réseau de distribution de gaz naturel. La Wagabox a nécessité 10 années de recherche et de développement. Il y en a 3. La première sert dans le nord de la Bourgogne, la seconde est située dans le nord de Paris et celle-ci, troisième du nom, compte alimenter 1500 foyers gersois. Alors ces Wagabox sont installées sur les installations de stockage de déchets. On connecte ces installations à la fois au système de dégazage de l'installation de stockage des déchets et au réseau de gaz naturel. Une machine telle que vous la voyez derrière moi permet d'alimenter à peu près 3000 foyers en gaz et d'économiser à peu près 4000 tonnes de CO2 par an. Cette Wagabox est en cours de production à Saint-Quentin-sur-Isère dans les locaux de Ravana Chaudronnerie. Elle contribue au dynamisme économique du territoire. C'est vraiment finalement une belle histoire industrielle avec des jeunes talents grenoblois
qui aujourd'hui mettent en œuvre une approche très artisanale de leurs procédés, avec des brevets qui sont inégalés. Et ça, c'est made in Grenoble, quoi. C'est-à-dire que c'est fabriqué ici, ça se construit ici, donc tout l'emploi qualifié est ici pour pouvoir le vendre ailleurs. Donc c'est tout bon pour le territoire. Notre intérêt, c'est qu'ils vendent de partout en France, de partout en Europe et de partout dans le monde. Créé en 2015, Waga Energy a reçu le Grand Prix de la lutte contre le réchauffement climatique en 2016. Il est décerné par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Environnement. Voilà, vous avez donc compris ce qu'il vous reste à faire pour éviter de produire des déchets ou de permettre de les valoriser. Mais si comme moi, vous n'avez pas bien intégré le fait que le jus de pomme peut aussi s'acheter en vrac, rappelez-vous que le verre se recycle à l'infini. À très bientôt pour un prochain Métro Mag.